Salut tout le monde, bienvenue à Finances fondamentales, le podcast d'éducation financière qui se prend pas au sérieux. Chaque semaine, je te synthétise un livre qui touche de près ou de loin les finances personnelles et l'investissement boursier. Je te résume donc des centaines d'heures de lecture de façon simple avec des exemples concrets et transparents. Si tu souhaites prendre en main ta santé financière, t'es à la bonne place. C'est parti, bon podcast! Salut tout le monde, je suis vraiment content d'être avec vous pour ce deuxième bilan de l'année 2024. Avant, si vous êtes mêlé en écoutant ce bilan-là, je vous invite à écouter les bilans précédents. Donc, je présente plus de choses dans ces bilans-là, notamment les FNB dans lesquels je suis investi. Et je vous rappelle que dans les bilans, je vous dis pas quoi faire, je suis pas millionnaire, je suis pas proche de l'être non plus. Je vous invite plutôt à m'accompagner dans mon aventure vers mes objectifs financiers. Mon premier objectif, c'est de remplir mes comptes fiscaux comme le CELI, le RED, mes filles et mon REER. C'est sûr que je vais faire des erreurs dans les prochaines années et j'espère aussi des bons coups, mais je vais vous en faire part de tout ça en toute transparence. Et je vous rappelle aussi que je partage ce qui me concerne moi, donc tout ce qui concerne la valeur nette et les chiffres de ma blonde ne sont pas partagés ici sur le podcast. Son REER à elle et son CELI sont gérés de façon autonome et passive dans le FNB exécuté. J'ai aussi 200 000 $ d'assurance vie qui ne sont pas inclus dans mes actifs parce que c'est pas vraiment à moi pour l'instant, mais c'est plutôt à mes proches. J'ai décidé donc également de ne pas inclure les impôts sur le REER parce que ça va dépendre de ma stratégie de décaissement rendue là. Et je partage ça également avec ma conjointe. Les revenus de retraite vont être partagés avec ma conjointe. J'inclus pas non plus le RRQ ou la pension de vieillesse dans le calcul de l'actif. Honnêtement, c'est ce que je disais dans les derniers bilans. Pour tout ça, là, assurance vie, impôt de REER et RRQ, pension de vieillesse, ça se peut que dans le prochain bilan ou dans le suivant, ce soit ajouté parce que je suis en train de construire une stratégie d'assurance vie pour mes filles que je vais vous partager dans le futur. Enfin, et c'est encore plus important dans les bilans, je rappelle que je ne suis pas conseiller financier. Tout ce que je vous dis ici, c'est à des fins éducatives et ça vise uniquement à vous faire réfléchir en vous montrant avec un exemple concret et transparent à quoi ça peut ressembler gérer ses finances tout seul. Je t'invite donc à consulter un professionnel pour des conseils qui sont spécifiques à ta situation parce que je peux pas être tenu responsable de tes décisions financières si tu essaies de faire comme moi dans ce que je te présente aujourd'hui. Avant de commencer, je vous informe que comme toujours, il y a une image qui est partagée sur la page Facebook du podcast pour accompagner mes propos si ça peut vous aider à comprendre les différents chiffres qui sont mentionnés dans le bilan. Donc, pour ce deuxième bilan trimestriel, donc j'enregistre exactement le 1er juillet. Donc, ça tombe que mes filles sont chez ma mère pour le congé du Canada. Donc, j'en profite pour enregistrer quelques épisodes. Donc, au 1er juillet 2024, mon compte chèque personnel dans mes actifs est à 3 033 $. Donc, ce compte-là est chez Desjardins. C'est un compte chèque normal avec très peu de rendement. Donc, je garde habituellement le minimum ici. C'était 1 500 $. J'investissais tout le reste à 100%. Pour moi, ma sécurité, c'était, et je parle au passé, c'était ma marge hypothécaire, mes conditions de travail. Donc, attention, habituellement, on parle de 3 à 6 mois de dépenses. Et j'ai fait un petit changement. Donc, vous voyez, j'ai un plus gros montant et on est le 1er juillet, là, donc c'est pas des montants résiduels pour payer une carte de crédit ou transférer de l'argent dans le compte conjoint. C'est vraiment ce qui reste le 1er juillet. Donc, j'ai fait un petit changement dans ma façon d'aborder le fonds d'urgence. Donc, je vais plutôt essayer de garder environ 3 000 $ dans mon compte chèque ou bien peut-être 1 500 dans mon compte chèque, 1 500 dans cash.to là, pour avoir un petit peu un plus gros fonds d'urgence parce que je me suis fait avoir en début d'année avec les thermopompes, là, des mauvais calculs. Donc, je pense que c'est important d'avoir toujours un plus gros montant. Donc, maintenant, les bottines suivent les babines. Là, je pense souvent d'avoir un plus gros fonds d'urgence. Donc, dans mon cas, je vais essayer d'en avoir un petit peu plus dans le futur dans ce compte-là. Pour le compte conjoint, il est à 2 322 $, donc ça sert à payer les dépenses courantes là, de la famille à chaque mois. Pour le CELI, il est maintenant à 83 968 $, donc j'ai déposé 3 970 $ dans les 3 derniers mois. Ça a augmenté le CELI de 4 500 $ environ depuis le dernier bilan, donc j'ai fait seulement environ 500 $ de rendement dans les 3 derniers mois. Donc, en 3 mois, là, ceux qui se rappellent, dans le dernier bilan, j'avais rien investi depuis le début de l'année, à part le régime épargne-études enregistré de mes filles, mais ça avait été déjà épargné à la fin 2023. Et là, dans les 3 derniers mois, j'ai réussi à épargner 3 971 $, donc 4 000 $ à peu près. Alors que l'année passée, je réussissais à investir en moyenne minimum 3 000 $ par mois.
alors que là, j'ai mis 4000 $ en 6 mois. Donc, c'est vraiment une année que j'ai plus de difficultés à épargner, notamment à cause des dépenses de voyage qui n'ont pas encore été remboursées pour le travail et ma thermopompe également. J'ai reçu les subventions là, de 2400 $ pour les thermopompes, mais j'avais mal calculé mes choses, donc j'avais une marge hypothécaire de 5000 $ à rembourser en début d'année. Mon CELI, donc il y a 70% qui est dans FNB indiciel, dans des FNB indiciels canadiens. Donc j'ai 52% en ce moment dans XUU, qui suit le marché américain dans son ensemble. Je vise à avoir 50% là-dedans. J'ai 15% dans XIC, je vise 15%, donc ça c'est le marché canadien. J'ai 28% dans XEF, je vise 30%. Et j'ai 5% dans les marchés émergents, je vise 5% avec VEE. Donc, je respecte en ce moment le 70% visé dans les FNB indiciels. Comme j'avais glissé un mot dans le dernier bilan, donc je suis maintenant à 15% au Canada, donc dans XEC, au lieu du 25% que j'avais préalablement. Ça me permet d'avoir 50% dans du US et 30% dans l'international. Incluant mes actions individuelles, ça se rapproche un peu plus du poids du marché américain sur le marché global, là. Donc autour de 62% sur le 70% actuel du marché américain à peu près. Donc ça respecte un petit peu plus les ratios de chaque pays géographiquement, bien sûr avec une surpondération du Canada, parce que j'avais lu qu'entre 15 et 25%, c'était peut-être l'idéal au Canada, donc je suis allé avec le minimum. Je rappelle que pour mes FNB indiciels canadiens dans mon CELI, je fais juste me connecter 3-4 minutes à la fin de chaque mois. J'investis dans les FNB, je rebalance et c'est fait pour tout le mois. J'ai 27% de mon CELI qui est dans des titres individuels, donc je choisis certaines actions que je pense qui vont surperformer le marché. Bien sûr, il y a beaucoup de chance de ce côté-là ou de malchance. C'est pas nécessairement du talent, mais je m'amuse un petit peu avec ça. Donc, les 5 titres en ordre d'importance que j'ai actuellement, c'est InMode, INMD, Regeneron Pharmaceuticals, REGN, Innoviva, INVA, Medifast, MED. Je ris un peu parce que ça va pas super bien pour Medifast depuis que je l'ai acheté. NetEase, NTES. Et j'ai en ce moment à peu près 2000 $ US à placer. Donc aujourd'hui, je devrais être en mesure de le faire parce que j'attends la conversion Norbert Gambit pour éviter les frais de conversion justement dans mon compte réel US. Donc j'ai fait ça jeudi passé, on est lundi là. Donc ça devrait être fait aujourd'hui. Je vais pouvoir acheter des actions. En ce moment, à 7h17 le matin, je pense acheter du Visa, mais ça se peut que je change d'idée là, quand les marchés vont ouvrir un petit peu plus tard aujourd'hui. Donc, au moment où vous allez écouter l'épisode, ce choix aura été fait. J'ai quelques actions là, individuelles dans mon CELI, mais qui sont à mes filles. Donc, j'ai quelques actions pour ma plus jeune qui ont été achetées par son parrain. Et pour ma plus vieille, bien, quand elle a de l'argent de côté qu'elle veut investir, elle place ça dans FEQT. Donc, mes filles ont 5 et 8 ans. Elles ont quelques actions à la bourse à travers mon CELI à moi. Je visais 3% de mon CELI dans la crypto-monnaie, donc j'ai actuellement 3% dans la crypto-monnaie, donc 1,8% dans le Bitcoin et 1,2% dans l'Ethereum. Comme professeur à l'université, je me suis souvent dit que je devais être au fait de l'actualité pour avoir l'air cultivé, mais j'ai jamais eu la rigueur de lire les nouvelles par manque d'intérêt. Je vais vous avouer, j'étais donc bien content il y a presque 2 ans de découvrir InfoBref. InfoBref, c'est une infolette qui regroupe de façon simple et claire l'essentiel des nouvelles importantes, y compris l'actualité économique et financière, et tout ça en 5 minutes. Je vous invite à faire comme moi en vous inscrivant à l'infolette en cliquant sur le lien dans la description de l'épisode. C'est gratuit. Pour Montréal, j'ai 59 329 $ actuellement investis dans ce compte-là. J'ai investi 0 $ depuis le début de l'année 2024. Ça a augmenté de 2500 $ depuis le début de l'année, donc depuis les 3 derniers mois. Donc, dans les 3 derniers mois, j'ai fait 2500 $ de rendement dans mon FNB, dans mes FNB qui sont dans Montréal US. Donc, ce que ça veut dire, c'est que Montréal a surperformé mon CELI, donc mes actions individuelles dans les 3 derniers mois sont moins performantes, on va dire, que mes FNB. Donc, ça devrait se refléter, à moins que ça change d'ici la fin de l'année, puis ça se peut bien, mais ça devrait refléter peut-être on pourrait croire qu'en janvier prochain, ça se peut que mon rendement total soit inférieur que le marché. Donc, dans Montréal, j'ai VOO qui vise le marché, le SP500 aux États-Unis. Je souhaite maintenant avoir 35% dans ce FNB-là. Avant, c'était 30%. J'ai changé d'idée dans les derniers mois pour
représentait un petit peu plus la pondération du marché américain là, dans mon REER. J'ai 31% actuellement dans VO, donc j'ai pas encore fait le rebalancement qui va être fait d'ici le prochain bilan, probablement, parce que j'investis pas d'argent dans le REER, donc il faut juste que j'aille vendre certaines actions de VXUS, qui est le marché international. Donc maintenant, au lieu de viser 35% dans le marché international, je lui accorde 30% comme son poids actuel sur le marché global. Donc, j'ai 34% actuellement dans VXUS. Donc, je devrais vendre 4% de VXUS pour le transférer pour augmenter VOO, le SP500, jusqu'à 35%. Donc, il manque 4% pour respecter la pondération souhaitée. J'ai 21% dans QQQ qui suit le Nasdaq, donc l'indice américain technologique. Je vise 20%, donc c'est pas mal respecté. Et j'ai 14% dans AVUV qui suit des small caps américaines, donc des petites entreprises américaines. Je vise 15%, donc c'est quand même assez respecté avec 14%. J'ai 100 728 $ dans mon REER collectif hybride, donc je prends aucune décision ici, je cotise le maximum permis et mon employeur accote tout ça. Il y a un nouveau calcul qui a été fait ce trimestre, là, c'est pour ça que ça a augmenté à peu près de 6 000 $ depuis le dernier bilan, donc depuis l'année passée en fait. Donc c'est pas mal ça, vous allez voir à la fin qu'il faut augmenter mon actif net là, quand même de 6 000 $, ce bilan-ci, donc c'est pas nécessairement des rendements ou beaucoup d'investissements, là, j'ai juste investi 4 000 $, mais il y a 6 000 $ qui viennent de mon REER collectif là, qui est calculé une fois par année par mon employeur. J'ai le REER de mes filles, donc je suis actuellement mon capital à moi, là, donc ce qui m'appartient. J'ai 40 124 $ investis dans le REER de mes filles. Le total du compte est à 65 700 $ environ, donc il y a à peu près 25 500 $ à mes filles là, en termes de subventions et de rendement qui leur appartiennent. Ce REER-là est investi dans 2 FNB, XEQT et GEQT. J'aurais pu choisir juste un des deux, mais j'ai commencé avec GEQT, j'étais pas sûr, j'étais allé avec XEQT. Les gens que j'accompagne, je leur dis d'éviter là, de faire ça, là, de prendre 2 FNB qui se ressemblent pas mal. Donc, je vais essayer de mettre 50-50 dans chacun, mais on va voir. Là. Puis plus que je vais me rapprocher du décaissement, plus je vais équilibrer le portefeuille, peut-être avec des revenus fixes pour diminuer le risque lors du décaissement, mais ça veut pas dire non plus qu'elles vont toutes décaisser en début d'études. Donc ça, c'est une stratégie à réfléchir avec mes filles dans l'avenir. Donc, j'ai 0 $ sinon dans mes comptes non enregistrés. Dans la maison, j'ai 325 000 $ d'actifs. C'est la moitié du montant, bien sûr, parce que ma blonde a l'autre moitié de la valeur de la maison. Ça va être ajusté au prochain bilan annuel, peut-être à la hausse, peut-être à la baisse. À date, c'est pas mal stable là, depuis 2 ans. Mon auto a une valeur actuelle en actifs de 25 200 $, donc ça va être diminué probablement également au prochain bilan annuel. J'ai 0 $ investi en immobilier pour l'instant et j'ai 1181 $ dans des prêts privés. Donc je teste une plateforme de prêts privés en ligne que je ne nomme pas ici parce qu'ils n'ont pas accepté de faire des publicités dans mon podcast pour me soutenir. Mais ça sera peut-être fait dans le futur. Je pourrais vous partager cette plateforme-là. Donc, je ne vais pas avec des gros montants sur la plateforme tant que mon CELI et mon REER sont pas pleins. Là, c'est juste pour expérimenter pour le podcast. La première fois, en fait, c'est la première fois que ça baisse depuis que j'ai investi là. Donc, il y a 3 mois, j'avais une valeur de 1197 $. Donc, ça a baissé de 16 $ dans les 3 derniers mois à cause de non-paiement des gens qui ont le prêt privé. Donc, depuis en fait, la première année que j'étais sur la plateforme, j'avais un rendement annuel de 14%. Mon rendement depuis le début est rendu à 9%. Donc, ça devient un petit peu moins intéressant, là, sachant surtout que les gains sont imposés vu que c'est dans du non enregistré. Donc, à continuer là, je continue d'investir sur cette plateforme-là pour l'expérimenter. Je ne vais pas retirer, bien sûr, mes billes de là, mais tout allait bien la première année. Puis là, il commence à avoir des non-paiements. Peut-être un signe de récession qui s'en vient. Mais bref, quand même intéressant la plateforme, là, mais pour l'instant, ça n'a pas été fructueux dans les 3 derniers mois. Donc, le total de mes actifs est à 640 885 $ en date du 1er juillet 2024. Du côté des passifs, j'ai aucune dette de carte de crédit, aucune dette haute. La seule dette que j'ai, c'est la moitié de l'hypothèque qui est à 62 612 $. En fait, la moitié de l'hypothèque est de 62 612 $. C'était super bien dit. Donc, le total de mes passifs est à 62 612 $. C'est la moitié de l'hypothèque. Donc, mon actif net, si j'enlève ma dette hypothécaire à mon actif total, ça m'amène à un actif net de 578 273 $. Donc, ça a augmenté de 3,3% depuis le dernier bilan. Et mon portefeuille net, donc ce qui est plus liquide, REER, CELI
et fonds de pension, mettons que je le vends, donc tout ce qui enlève en fait ma maison puis ma voiture, ça nous amène à 290 000 685. Donc 5% d'augmentation depuis le dernier bilan. C'est pas mal ça qui met fin au bilan. Donc, comme je l'ai mentionné tantôt avec les assurances, ma stratégie financière familiale là, va peut-être bouger dans les prochains mois, prochaines années, parce que je travaille sur une assurance vie en ce moment pour mes filles, inspiré du livre que j'ai résumé dans les épisodes 60 là, de Bank on Yourself, là, de Infinite Banking. On va voir, je rencontre des conseillers en ce moment, on va voir qu'est-ce que ça donne. Et j'ai également l'intention de mettre en œuvre la manœuvre Smith là, dans au prochain renouvellement de mon prêt hypothécaire. Donc, ça va bouger dans le bilan dans les prochaines années. Je vais vous partager tout ça pour qu'on vive ça ensemble puis que j'expérimente les pour et les contre de ces approches d'investissement alternatives. Dans le prochain épisode, on revient à la synthèse d'un livre. Donc, ça va être le livre de Mark Fisher qui a été écrit en 1997 qui s'intitule Le Millionnaire. C'est un livre sur les finances, mais plus dans un style roman que j'ai dévoré, donc j'ai bien hâte de vous résumer. Et ce jeudi, je vous présente les résultats obtenus pour les positions 10 à 12 dans mon outil d'analyse de mars. En fait, les compagnies que j'ai analysées en mars 2024 avec mon outil. Donc, en 10e position, c'est Adobe, donc ADBE. En 11e position, c'est Mastercard, MA. Et en 12e position, Semler Scientific, SMLR. L'épisode tire à sa fin, j'espère que tu l'as apprécié et merci d'avoir passé un peu de temps avec moi aujourd'hui. Si tu apprécies le podcast, il y a 3 choses gratis que tu peux faire pour m'aider. 1. Partager le podcast sur tes réseaux sociaux. 2. T'abonner, suivre ou donner quelques étoiles au podcast selon la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. Et 3. Me suivre sur la page Facebook du podcast. Si tu veux me soutenir davantage, tu peux t'abonner pour $3,99 par mois au podcast et ainsi avoir accès à un épisode spécial supplémentaire chaque mois, en plus d'avoir accès à mon outil d'analyse. Toutes les informations pour me soutenir sont quelque part dans la description de l'épisode. Sinon, oublie pas que je suis pas un expert, prends jamais ce que je dis pour du cash, fais toujours tes propres recherches. Sur ce, merci encore pour ton écoute et on se voit dans le prochain épisode de Finances fondamentales.